Donc, je vais passer la parole à Jean-Michel Vives, que j'avais rencontré, comme il vous l'a dit tout à l'heure, au détour de cette thèse et sur la question de la voix, qui a été un proche de Michel Poysat, de ses théories, et qui sait aussi les reprendre en les nouant. Là aussi, voilà, Typhonie entre Michel Poysat et Alain Didier-Veil. Tu fais entendre quelque chose de leurs deux voix, je pense, dans tout ce que tu as pu écrire. Entre autres, un livre que vous connaissez peut-être, où il avait rassemblé plusieurs personnes autour de lui, qui sont les enjeux de la voix en psychanalyse. Et bon, beaucoup d'articles qui sont passionnants, vous pouvez trouver certains en ligne. Et puis, La voix sur le divan, qui est une traversée qui nous rassemble tous ici, depuis justement la voix dans le corps, la voix dans la culture. Donc, je te laisse sur le titre de ton intervention, qui est Variation psychanalytique sur la voix du loup de Michel Poysat. Merci Claire. Je vais essayer de tenir les 20 minutes pour que les collègues qui parleront ensuite puissent avoir aussi le temps de s'exprimer. Alors en fait, quelques mois avant son décès, j'avais invité Michel Poysat à intervenir dans un colloque que j'organisais dans une petite ville au sud de Nice. Au pied du Mercantour, Michel Poysat était ravi effectivement de venir parler ici, puisque dans le Mercantour, vous savez, il y a quelques années, il y a les loups qui ont été réintroduits, hein, et donc la réintroduction des loups avait provoqué effectivement des passions, des déchirements extrêmement forts, et qui n'étaient pas toujours en rapport, bien sûr, avec les faits avérés. Et Michel s'intéressait à ce moment-là à cette question tout à fait passionnante: pourquoi le loup a-t-il une place aussi spécifique dans les contes, dans la mythologie et dans l'histoire? Et l'hypothèse qu'il avait développée à l'occasion de son texte, qui s'appelait L'inquiétante étrangeté de la voix ou la voix du loup, était la suivante: c'était que le loup tiendrait une place particulière car il imaginarise la terrible puissance du surmoi dans sa face féroce, obscène, mais également gourmande. Donc, et il concluait le texte de son intervention de la façon suivante: est-ce la raison pour laquelle le loup fut un des animaux parmi les plus anciennement domestiqués, tant il est vrai que tenter de pacifier une figure imaginarisant le surmoi peut bien être considéré par une société d'humains comme une tâche prioritaire. Et là, on retrouve effectivement un des éléments que Paul Rassoun développait tout à l'heure. Alors, la question, bien sûr, qui va nous intéresser, c'est en quoi le loup imaginarise-t-il le surmoi? Et c'est à partir, en fait, de l'analyse du fonctionnement vocal du surmoi que Michel Poysat soutenait sa thèse. Ainsi, et comme le rappelait tout à l'heure Paul Rassoun également, la domestication du loup fait disparaître la dimension continue du hurlement, et le passage du loup au chien va introduire le discontinu de l'aboiement, qui vient remplacer à ce moment-là le continu de la vocalisation, puisque Michel Poysat parlait de vocalisation du loup. Alors un autre élément que Michel Poysat a rapporté et qui était extrêmement intéressant, c'est une légende qui, selon Platon, rappelle que si le loup vous voit avant que vous l'ayez vu, si vous êtes pris en fait dans le regard du loup, vous perdez votre voix. Donc là, il y a quelque chose aussi de tout à fait étonnant. Et Michel Poysat insistait bien sur le fait que ce n'est pas le fait de voir le loup qui va vous faire perdre votre voix par la peur ou je ne sais trop quoi. C'est le fait d'être pris dans le regard, dans l'œil du loup, qui va entraîner cette disparition de la voix. Donc, alors c'est un petit élément que Michel Poysat introduisait là, qu'il n'a pas développé dans son intervention, mais il repérait là en fait que le loup avait cette double fonction d'un point de vue vocal, avec le hurlement, et également quelque chose qui concernait le regard. Alors cette question, cette fascinante prise dans l'œil du loup, Daniel Pénac l'avait repéré déjà dans un ouvrage pour la jeunesse qui s'appelle justement L'œil du loup. Et voici ce qu'il dit en 1984, Pénac: l'œil du loup est comme un œil jaune, tout rond, avec bien au centre une pupille noire, un œil qui ne cligne jamais. Et le garçon, qui regarde le loup, ne voit plus que cet œil, tout a disparu, il ne reste qu'une seule chose, l'œil du loup.
Donc on voit bien là qu'il y a aussi la préscience qu'il y a le continu de la voix dans le grognement, mais aussi le continu du regard, c'est-à-dire cet œil qui ne signe jamais. Et tout à l'heure, Claire le faisait remarquer, ce petit garçon qui chantait et qui ne sillait quasiment presque jamais. Voilà, on avait ce son continu et puis ce regard aussi continu, tout à fait troublant, suffisamment remarquable pour que Claire insiste sur cette dimension-là. Donc, l'inquiétante dimension du loup serait le fait qu'il supporte l'imaginarisation du surmoi dans sa double fonction vocale et scopique. Et on pourrait dire que Michel Poisat faisait ici renaître une question que Alain Didier-Veil avait repérée dans un texte beaucoup plus ancien, qui est donc Les 30 ans de la loi, qui est un texte qui date de 1995, paru au Seuil, et où Alain Didier-Veil disait la chose suivante. Le paradoxe du surmoi, c'est d'incarner le fait que l'œil entend et l'œil parle. À ceci près qu'il n'entend pas du tout comme le fait l'oreille et qu'il ne parle pas du tout comme le fait la bouche. S'il entend, c'est sur le mode du devinement de la pensée, et s'il parle, ce n'est pas en supposant le sujet, mais en le désupposant. Et là, on voit bien effectivement que Alain Didier-Veil avait repéré effectivement cette double fonction du surmoi dans sa dimension scopique et dans sa dimension invocante, mais pour autant effectivement un œil qui serait un œil intrusif et un œil qui devinerait la pensée. Alors cette supposition surmoïque peut prendre deux aspects selon que le regard ou la voix y est prépondérante. Le premier aspect serait illustré, j'en fais l'hypothèse, par la figure du maître et va privilégier la voix. Le second serait illustré par celle de l'inquisiteur, où le regard serait mis en avant. Ces deux figures, maître et inquisiteur, si elles ont pour point commun d'être des manifestations du surmoi, interviennent selon deux modalités bien différentes. Le maître sait par avance la vérité sur l'être du sujet et communique ce savoir en l'imposant, même violemment s'il le faut. Et Freud, à plusieurs reprises, a repéré ce fonctionnement-là. Par exemple, dans la lecture du Petit Hans, il dit à un moment que le père veut retrouver dans les dires de son fils ce que lui, Freud, a déjà trouvé, et à partir de là, les associations du petit garçon s'interrompent. Donc on voit bien que là, le fait de vouloir retrouver comme ça ce que l'on sait déjà empêche que le processus de l'analyse se développe. Alors si le maître est bien dans la supposition, il ne s'agit pas en fait de celle d'un sujet potentiel, ni même d'un savoir supposé, mais de la supposition d'un savoir qu'il convient d'imposer et qui implique la soumission. La manifestation surmoïque correspond alors à un « tu dois », « obéis » ou « soumets-toi ». Un « tu dois » que ne vient compléter aucune proposition, une pure injonction à laquelle le sujet ne sait que répondre puisqu'elle est incompréhensible. Et un « obéis » et un « laisse-toi faire » qui conduisent le sujet à se soumettre. C'est la dimension vocale qui est ici préférentiellement mise en jeu, et Lacan, et Paul Laurenceau l'a rappelé tout à l'heure, n'a pas manqué de repérer que la place centrale de l'objet voix dans le masochisme comme dans le sadisme. L'autre position, toujours surmoïque, est celle de l'inquisiteur. Et l'inquisiteur suppose moins un savoir qu'il conviendrait d'imposer au sujet qu'il suppose un savoir insu ou dissimulé par le sujet qu'il conviendrait d'arracher à son corps défendant. Et donc l'inquisiteur, pour le bien du sujet, rappelons-le, la plupart du temps, soupçonne celui-ci d'être un dissimulateur, même si c'est à son corps défendant. La manifestation surmoïque est alors un regard que l'on qualifiera aisément d'inquisiteur et qui scrute, fouille l'intimité du sujet, chez qui rien ne saurait être dissimulé. Ce regard silencieux laisse entendre « je vois tout de toi, je sais tout de toi ».
excluant toute possibilité pour le sujet ainsi regardé de constituer un espace intime qui pourrait échapper à ce regard persécuteur, mais également excluant toute possibilité pour lui de prendre la parole. Ainsi, on aurait un fonctionnement surmoïque qui pourrait être compris à partir de cette dialectique entre un regard persécuteur et une voix impérative. Et c'est cette articulation que je voudrais maintenant dévoiler à travers le récit d'une début de cure que j'ai eu il y a plusieurs années maintenant avec une patiente qui était SDF. Et cette patiente m'est venue à l'esprit, bien sûr, puisqu'elle était associée à un chien, comme le rappelait tout à l'heure Paul-Laurent Assoun. C'est-à-dire que la première fois où j'ai rencontré cette patiente, elle est venue me voir avec son chien et elle m'a demandé de la recevoir avec lui. Voilà. Donc c'est comme ça que les choses se sont engagées, en ce sens que Anna, donc une jeune femme de 35 ans, qui a passé 17 ans de sa vie dans la rue, et elle vient me voir en fait sur les vives recommandations d'une assistante sociale qui la prend en charge. Et cette assistance sociale, en fait, a été confrontée à un phénomène que tous les travailleurs sociaux rencontrent lorsqu'ils s'occupent de personnes en grande difficulté. C'est que, alors qu'elle se débrouille pour lui trouver des logements, pour lui trouver des solutions, et ben cette jeune femme, irrésistiblement et régulièrement, fait le choix de retourner dans la rue. Donc ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour cette assistante sociale, c'est-à-dire qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour le bien de cette personne, et visiblement, il y a quelque chose qui la travaille qui fait qu'elle refuse ce qui pourrait être bon pour elle. Bon. Donc l'assistante sociale me dit, écoute, c'est pas possible, moi j'y arrive pas, je te l'envoie, j'espère que toi tu arriveras mieux que moi, et qu'en tout cas, il pourra se passer quelque chose. Voilà. Donc c'est dans ces conditions que je reçois cette patiente. Alors c'est tout à fait étrange, parce que bien sûr cette patiente, la psychanalyse, elle sait absolument pas ce que c'est, si ce n'est que l'assistante sociale lui dit, vous allez parler, ça va vous faire du bien, voilà. Donc elle vient, et puis elle me raconte comme ça, rapidement, dans la première séance, avec le chien entre elle et moi, elle me raconte une histoire terrifiante, puisqu'elle est la dernière enfant d'une famille de 7 enfants. Sa mère était schizophrène et donc passait comme ça des séjours à l'hôpital psychiatrique, et son père était un père violent, à l'occasion incestueux, sous l'effet d'alcool, dit-elle. Donc tout ça, je dirais, ce sont les crêtes, l'écume, mais c'est comme ça en tout cas qu'elle rentre dans le processus en me racontant cette histoire-là. Ce sur quoi elle va insister très vite, et c'est ça bien sûr qui m'a intéressé pour aujourd'hui, c'est que Anna, si elle a pu échapper aux actes incestueux de son père, n'a pas pu échapper à sa malédiction. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant. C'est-à-dire que quand son père devenait trop inquiétant, elle s'enfermait dans sa chambre, et à ce moment-là, elle se mettait à hurler à travers la porte. Tu es pute, tu es une salope, tu termineras sur le trottoir, etc. etc. À 18 ans, sa mère décède, elle se défenestre, et elle se retrouve comme ça, confrontée seule à son père, et à ce moment-là, elle va fuir. Et elle va réaliser en partie la malédiction paternelle. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'une malédiction finit toujours par faire son œuvre, malgré tout. Et elle va se retrouver sur le trottoir, non pas en s'y constituant, et c'est là qu'en fait on voit qu'elle réalise la malédiction en minima, mais en fait comme un déchet, une merde, dira-t-elle, une loque, elle va donc s'identifier à ce personnage qui choix qui est le SDF, celui qui se laisse chuter. Voilà. Donc on voit que là effectivement la malédiction se réalise, mais en partie seulement. Donc c'est comme ça qu'elle enclenche sa rencontre avec moi, et puis elle vient accompagnée de son chien, comme je vous l'ai dit. Elle ne peut pas envisager de s'en séparer dans un premier temps, c'est pour ça que je vais accepter de la rencontrer avec. Et très vite,
je l'invite à parler de cet animal, et je vais comprendre, effectivement, comme le disait très justement tout à l'heure Paul Laurensou, c'est-à-dire que ce qui se passe avec ce chien, c'est que c'est un animal de compagnie qui, étant hors langage, se trouve effectivement hors ambivalence. C'est-à-dire que le chien vient combler totalement sa demande d'amour, hein, et là, il se passe quelque chose de tout à fait fort. Et elle nous dira d'ailleurs qu'elle a des dialogues avec lui. Soit des dialogues visuels, c'est tout à fait joli, elle nous dit regardez comme le regard tendre, hein, ce regard gentil, hein, voilà, ce regard effectivement amoureux, hein, du chien pour son maître. Et puis elle me dit je lui parle et il me répond en aboyant. Hein, voilà. Donc il y a cette espèce de dialogue qui fonctionne. Elle me dira d'ailleurs il ne lui manque que la parole. Elle ne sait pas la profondeur de ce qu'elle dit à ce moment-là, hein, bien sûr. Mais pour autant, elle me dit. Alors, si on revient ici par rapport au titre de notre colloque, on pourrait dire que cette jeune femme ne se situait pas entre chien et loup, mais on pourrait dire que si on suit l'hypothèse de Michel Croizat, c'est qu'elle tente de substituer un compagnon chien à un surmoi loup. Hein, voilà, c'est-à-dire que face à ce surmoi loup qui la tyrannise, elle vient mettre comme ça en défense, elle vient mettre en paravent quelque chose qui est de l'ordre de ce compagnon chien où l'ambivalence et la violence est complètement disparue. Alors, dès le début de sa cure, et c'est ça qui m'a permis de faire l'hypothèse qu'une cure serait possible avec elle, cette jeune femme me fait comprendre qu'obscurément elle pressent qu'au-delà de l'histoire terrible qui est la sienne, et qui est réellement terrible, elle aussi, en partie responsable, en tout cas qu'il y a des choix inconscients qui ont surdéterminé ce qui lui arrive. Donc voilà. Alors, elle me demande si elle peut faire une analyse, et puis elle me dit, l'assistante sociale m'a dit qu'il fallait que je paye. Et je dis oui, effectivement. Et elle me dit, j'ai pas de revenus. Elle était à cette époque-là ce qu'on appelait au RMI. Quand elle voulait bien faire les papiers, répondre aux injonctions de l'administration, etc., ce qui n'était pas toujours le cas, elle me dit, écoutez, je peux me débrouiller pour vous payer les séances 1 ou 2 euros. Voilà. Et alors à ce moment-là, je dis, non. Alors j'ai dit, moi je vous propose, dans un premier temps, c'est de vous recevoir gratuitement. Alors, ça, c'est un vrai pari que je fais. Et je fais ce vrai pari en essayant de m'orienter de Freud. Hein. Alors, Freud, dans un texte de 1913 qui s'appelle « Sur l'engagement du traitement », il nous dit « Le point dont on devra décider au commencement d'une cure, c'est l'argent, les honoraires. » Donc là, au moins, Freud est clair. Hein, et il dit que l'argent, c'est l'objet d'une décision. Et décider de la somme à payer est une des premières formes d'engagement dans le contrat analytique. Alors pourquoi je propose à cette patiente de la recevoir gratuitement? C'est-à-dire que l'idée, en tout cas l'hypothèse que je fais, c'est que en acceptant d'être payé 1 ou 2 euros, je redupliquais quelque chose du système de l'assistanat social qui avait montré effectivement ses limites précédemment avec les interventions de l'assistance sociale. Et donc je me dis, voilà, en le faisant recevoir gratuitement, je m'oblige immédiatement à se poser la question, mais qu'est-ce qu'il me veut, hein? La question du kévoï, donc la question du désir, hein, et la question qui est articulée à ça, qui est la question du transfert. Et ça me permettait aussi de faire l'hypothèse que ça mettrait au cœur de notre rencontre la question en quoi la position d'exclusion concerne également la dynamique subjective de cette patiente. Donc c'est ce qu'on fait, tout en sachant, parce que j'avais quand même lu la suite du texte de Freud, que ce ne serait pas très facile, hein, puisque Freud dit que ça augmente les résistances, que ça augmente le désir de séduire chez les femmes et le cabrement chez les hommes. Bon. En même temps, je pensais qu'il n'y avait pas de solution, donc je fais cette hypothèse-là. Donc la cure commence, et elle vient ponctuellement, 2 fois par semaine, elle associe très bien, visiblement ça l'intéresse, et elle est
faut le dire, très doués pour l'analyse, et puis c'est très agréable de faire des analyses avec des gens qui ne connaissent rien à la psychanalyse, parce que pour le coup, là, on peut réellement faire, comme Freud le proposait, redécouvrir la psychanalyse avec chacun de nos patients, bon, ce qui n'est pas toujours possible. Et puis, à un moment, les associations s'interrompent. Longtemps. Elle ne dit plus rien. Voilà. Et donc là, bien sûr, j'essaye toujours de m'orienter de Freud. Il y a un autre texte qui date de 1912, si je me souviens bien, qui s'appelle Sur la dynamique du transfert, où Freud nous dit quand les associations s'interrompent, c'est que le patient est préoccupé par des pensées transférentielles, pardon. C'est intéressant. Vous allez voir que la question de la pension est réellement en jeu ici. Donc, des pensées transférentielles. Et Freud nous dit, il suffit de dire à ce moment-là au patient, vous êtes préoccupé par des pensées qui me concernent, etc., pour que ça s'arrête. Et que les associations redémarrent. Moi, personnellement, je ne suis pas suffisamment paranoïaque pour dire à une patiente, vous êtes en train de penser vraiment. J'y arrive pas. Donc, j'essaye tout mon attirail de borborigme, oui, voilà, rien n'y fait. Et à un moment, je prends mon courage à deux mains et je lui dis, mais peut-être que vous êtes préoccupé par quelque chose, par une idée, voilà. Et elle me dit, oui. Et elle rajoute, pourquoi vous faites ça? Alors, prudent, je dis, ça. Elle me dit, bah oui, pourquoi vous me recevez gratuitement? Alors là, je fais semblant, je dis, bah écoute, on en a parlé, tout ça. Bon, et puis un peu agressive, elle rajoute, bah, vous faites dans l'humanitaire de quartier, c'est ça, hein? Bon. Je dis rien, je m'approche et mes accoudoirs, et elle me dit, j'ai peur que vous me demandiez quelque chose. Silence, oui. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et elle me dit, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que ça ne pourrait pas être sexuel. Bingo. Je lui dis, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Et donc, la semaine d'après, elle revient et elle me dit, c'est insupportable, ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis allongé, je ne paye rien, j'ai peur que vous payiez en liquide, parce qu'elle avait de l'humour en plus, la brave dame. Et donc, elle me dit, il faut absolument que je trouve une solution pour pouvoir vous payer une somme qui, moi, me paraîtrait décente et qui me permettrait effectivement de faire en sorte que les choses aillent mieux. Qu'à cela ne tienne, elle convient d'un prix que j'accepte immédiatement. Je dis non, tout va bien, il n'y a pas de problème. La cure donc continue comme ça, et très vite, on va tomber sur un deuxième silence. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que c'est le silence, là, réellement, du surmoi. C'est plus le silence du transfert, mais c'est le silence du surmoi qui va être en jeu. Et elle se met à ce moment-là à ne plus parler, mais c'est plus ce silence de préoccupation des pensées transférentielles, mais c'est ce silence dans lequel l'influence est convoqué, c'est-à-dire celui qui n'a pas encore accès à la parole. Et si on reprenait les travaux d'Alain Dieveil, ça serait en fait ce silence qu'il repère dans le silence de la Bible, c'est-à-dire ce silence des premiers versets de la Bible, et des versets 2 à 5, c'est-à-dire ce silence qui n'a pas encore été arraché au réel pour accéder à la nuit, qui sera pris dans l'alternance nuit-jour. Voilà. Donc quelque chose effectivement qui est un espace immonde, pourrait-on dire, hors du monde, où le sujet n'a pas encore la capacité de faire l'hypothèse qu'il y a un autre qui est capable de l'entendre. Voilà. Et donc, à partir de là, il n'y a pas cette possibilité même, je dirais, de lancer un appel qui pourrait être entendu et à laquelle il pourrait y avoir une réponse. Alors, elle va, je vais terminer, Claire. Elle va me donner une petite séquence qui va être extrêmement éclairante par rapport à cette question-là. C'est que lorsqu'elle vient en bus et elle s'arrête à la gare routière. Et à la gare routière, dans la ville où j'habite, bien sûr, comme dans toutes les villes, il y a des groupes de SDF qui se réunissent. Et elle me dit que quand elle passe à côté de ces groupes, elle entend un appel.
Alors, elle n'est pas hallucinée, cette personne, mais elle entend, dit-elle, un appel silencieux qui serait quelque chose de l'ordre du viens. Viens te perdre en nous, viens, c'est-à-dire quelque chose où, en fait, elle irait rejoindre ces groupes, où elle expérimente quelque chose qui est de l'ordre du besoin et pas du désir. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est tout à fait caractéristique, je dirais, de la dynamique du groupe de SDF, c'est qu'on est là confronté avec une dynamique de besoin, c'est-à-dire se protéger, pouvoir manger, pouvoir survivre, mais absolument pas la question du désir. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que elle me dit qu'elle sent à ce moment-là quelque chose qui pèse sur elle, qui serait de l'ordre d'un regard, mais d'un regard qui serait quelque chose qui viendrait lui dire « jeter à l'œil ». C'est-à-dire jeter à l'œil qui ne peut pas nous échapper. Et là, vous voyez, on voit ce double fonctionnement tout à fait fascinant du surmoi, c'est-à-dire cet appel silencieux qui vise à venir se perdre, avec ce regard qui saurait que rien ne pourrait échapper et rien ne pourrait sauver. Alors, juste pour conclure, comment faisait-elle pour traverser cette passe aux sirènes, je dirais, puisque là, vous voyez qu'elle pourrait elle aussi chuter comme Ulysse et aller retomber avec ces sirènes. Elle disait qu'à ce moment-là, elle entendait ma voix. C'est-à-dire que ce qui est tout à fait saisissant, c'est qu'elle faisait appel à quelque chose de ma voix, mais non pas de mes paroles, parce que vous imaginez que je n'aime pas lui dire « bon, c'est pas bien, il ne faut pas aller, il ne faut pas retourner », ça c'est la fonction de l'assistante sociale. J'essayais de me tenir un petit peu en dehors de ça. Mais elle entendait, me disait-elle, mon timbre, le timbre de ma voix, non pas ce qui pourrait être de l'ordre des paroles que je pourrais dire ou transmettre, mais le timbre qui venait faire appel pour elle. Donc on peut dire que là, on a une espèce de combat, et je termine là-dessus. D'un côté, l'incarnation dans le groupe du SDF de ce surmoi féroce, archaïque et gourmand qui viserait à la faire chuter, à la faire se retomber dans ce lieu-là, et l'appel soutenu par la voix d'analyse, qui pourrait être un appel, je dirais, symbolique, où effectivement, la Voisbar Solich-Verdun, c'est-à-dire quelque chose qui serait à la place du vient que proposaient les sirènes SDF, un devient qui serait sous-tendu par la parole de l'analyste. Voilà. Je vous remercie.